Chapitre 8. Les événements déclencheurs. On a souvent cette impression que le rêve a saisi une ou plusieurs situations mentales laissées en plan la veille et les jours précédents. Cela a été abandonné, et le rêve de cette nuit prend ici ou là ces vestiges qui avaient complètement disparu et en fait quelque chose de plus ou moins méconnaissable. Paul Valéry. La formule générale d'interprétation des pratiques, comme la formule générale d'interprétation des rêves que nous continuons à déplier chapitre après chapitre, fait apparaître le rôle d'événements déclencheurs dans la fabrication des pratiques comme des rêves. Le passé incorporé, schème ou disposition, de même que des éléments de la problématique existentielle sont activés par des événements, paroles, gestes précis ou situations plus globales qui transforment le virtuel en effectif, la puissance en acte. Les schèmes affectifs, schémas d'expérience ou dispositions dont sont porteurs les rêveurs ne marquent leur présence dans le rêve que parce qu'ils ont été déclenchés par des événements ou des situations de la vie éveillée, le jour même du rêve ou les jours précédents. Il me faut d'emblée poser l'affirmation qu'on peut toujours trouver dans chaque rêve un rattachement aux expériences vécues de la journée qui vient de s'écouler, écrit Freud. Avant lui, en 1861, Scherner a parlé des impressions sensorielles du jour, très vives et récemment éprouvées, dont l'écho vivace retentit dans la vie du rêve ou à la suite d'objets réels qui ont particulièrement éveillé notre intérêt intérieur le jour précédent. La même année, alors qu'il a tenu un cahier de rêve en notant à chaque fois dans quelle disposition il se trouvait avant de s'endormir, Alfred Maury souligne aussi le rôle des circonstances dans la fabrication du rêve. Le rappel des images et des sensations perdues durant la veille fournit le plus ordinairement au songe ces éléments. Nous rêvons de ce que nous avons vu, dit, désiré ou fait. L'expérience vécue dans la journée ou dans les jours précédents suscite le rêve, même si elle n'en est pas à proprement parler le moteur. C'est ce que Freud appelait le résidu diurne et qui n'a cessé depuis d'être attesté, vérifié et précisé par des chercheurs de tous horizons disciplinaires. Par exemple, le neurobiologiste Michel Jouvet a travaillé sur 2525 souvenirs personnels de rêves recueillis au cours de la nuit ou le matin au réveil entre décembre 1970 et août 1978. De ce corpus, il prélève 400 souvenirs de rêve, 130 en situation de vie ordinaire et 270 au cours ou après des voyages à l'étranger, pour lesquels il est possible de dater avec précision, entre 0 et 14 jours, l'événement incorporé dans le contenu manifeste du rêve. Sur les 130 rêves ordinaires, 45 incorporent des éléments du jour même, 34%. Puis cela décline rapidement jusqu'au 6e jour avant le rêve, mais avec un pic significatif, soit 10%, au 8e jour. L'étude d'Ernest Hartmann, reposant aussi sur des bases oniriques personnelles, montre pour sa part une présence des résidus diurnes du jour même dans 94% des 800 cas de rêve. Une autre étude menée par Harry Epstein montre que sur 50 rêves pour lesquels un lien vers un événement diurne pouvait être clairement établi, un peu plus de la moitié avait un délai entre l'événement et le rêve compris entre 0 et 24 heures. Dans un peu plus d'un quart des cas, le délai était de 24 à 48 heures. Dans un peu moins d'un cinquième des cas, le délai était de 48 à 72 heures. Et dans un cas seulement, il était situé plus loin encore. Et dans une synthèse des travaux sur les résidus diurnes, Thor Nielsen et Russell Powell concluent que les rêves sont environ 2 fois plus susceptibles d'intégrer les événements qui ont lieu le jour avant le rêve, 65 à 70%, que d'incorporer des événements qui ont lieu 2 jours avant le rêve, 30-35%. Mais pour comprendre la nature précise de ce résidu diurne, il faut le replacer dans la dynamique générale de fabrication du rêve. Les événements récents de la vie du rêveur qui peuvent apparaître dans le rêve ne sont pas n'importe lesquels.
Ce sont ceux qui vont réveiller des pans de son passé incorporé et qui sont liés à des éléments de la problématique existentielle placés au centre du rêve. Pour comprendre pourquoi ces événements récents, comme les éléments du passé qui peuvent y faire écho, ressurgissent dans le rêve, il faut supposer l'action différée de ces actualisations récentes dans le temps du sommeil. Freud a compris l'essentiel en articulant les événements récents et les tendances de fond de l'inconscient, même si la nature de l'articulation ne semble pas toujours correctement formulée. Il écrit par exemple que quelque chose qui provient de notre vie consciente, appelons-le les traces des événements du jour, et partage ses caractères, s'associe à quelque chose qui provient du domaine de l'inconscient. Et c'est de cette association que résulte le rêve. Parler d'association, c'est suggérer une sorte d'entente entre les deux parties, alors qu'il faudrait dire que des événements récents, et dont le rêveur est parfois capable de se souvenir, ont réveillé des schèmes ou des dispositions incorporées qui ont été constituées au cours des expériences passées et dont le rêveur n'a plus conscience. Freud est mieux inspiré en parlant parfois du facteur occasionnant le rêve, ou de l'expérience vécue excitatrice du jour précédent, pour qualifier le rôle de ces événements récents. Les événements présents rouvrent en permanence des pans de notre passé sur lesquels la journée, avec ses exigences et ses urgences, nous empêche de nous arrêter. Inversement, on peut aussi dire que ces événements n'ont retenu l'attention du rêveur que parce qu'ils faisaient écho à des séries d'expériences passées et à des problèmes qui lui sont propres. Les déclencheurs récents, ceux de la veille, ne sont tels que parce que des schémas d'expérience sont présents sous forme incorporée et que le rêveur est prêt ou disposé à percevoir et à être sensible à ces événements. L'événement déclencheur ne joue ce rôle que parce que le rêveur y est sensible. Sans une structure particulière de sensibilité, le rêveur ne serait donc pas atteint par l'événement ou la situation en question et ne rêverait pas de ce dont il rêve. Freud parle des choses accessoires du jour que le rêveur fait entrer dans son rêve. Mais ce caractère apparemment accessoire, insignifiant ou anodin des circonstances de vie du rêveur, n'est en rien une manière de déjouer la censure, en déplaçant l'attention de l'essentiel vers le secondaire. Ces choses ne sont accessoires que pour l'œil extérieur de l'analyste, qui ne voit pas en quoi le présent le plus insignifiant est investi par tout un passé incorporé propre au rêveur. La plus mineure des impressions récentes peut réactiver des expériences du passé autrement plus traumatisantes. J'ai connu un professeur de faculté, écrit René Alendi, qui, chaque fois qu'il se trouvait dans une situation désagréable, maladie, souci, revoyait en rêve les circonstances de son concours d'agrégation qui s'était passé, pour lui, dans une grande anxiété et avec un mauvais état de santé. Les émotions très légères de la journée peuvent ramener des souvenirs très intenses du passé. Une petite dispute avec un collègue peut ramener des histoires de guerre et d'attaques à la baïonnette. Mais ces choses accessoires ne sont qu'un des deux éléments de l'ensemble formé par le passé incorporé, les dispositions ou schèmes et l'état de la problématique existentielle du rêveur, et le contexte de vie récent. Les stimuli internes qui déclenchent le rêve n'ont donc de sens qu'au croisement de ce passé incorporé et de ces situations récentes. Le rêve fabrique une histoire qui est un mélange des situations expériences passées et de la situation expérience présente. Et c'est ce mixte qui peut prendre la forme de figures hybrides condensées ou qui peut faire se côtoyer des personnes, des lieux, des objets qui n'ont aucune chance d'être en contact dans la vie réelle, donnant au rêve une apparence d'incohérence ou d'incongruité. Deux erreurs contraires doivent ainsi être évitées quand on interprète un rêve. 1. Celle qui consiste à ne voir dans le rêve que l'expression, déguisée, d'un passé infantile. Et 2. Celle qui consiste à ne voir dans le rêve que l'expression manifeste, totalement transparente, de préoccupation du moment. La première est le plus souvent commise par la psychanalyse, et la seconde par les analystes de contenu, qui n'ont Dieu que pour le contenu manifeste du récit de rêve.
Pour pouvoir tenir compte simultanément des deux et savoir ce qui motive la présence dans le rêve de telle personne, de tels objets, de tels lieux, etc. Il faut à la fois connaître le contexte de vie récent, et notamment les jours précédant le rêveur, et des liens que cette situation récente entretient avec une série de situations passées relativement analogues. Le résidu diurne, imprécision théorico-méthodologique. Mais revenons à la question de l'événement déclencheur. Les nombreuses études menées sur les restes diurnes ou les résidus diurnes, c'est-à-dire sur les éléments du jour précédant le rêve et qui y entrent, souffrent souvent d'imprécisions sur la nature de ces restes. Il faut se demander par exemple si estimer le temps d'incorporation dans le rêve des résidus diurnes a un sens quelconque avant de commencer à procéder à quelque comptage que ce soit, ce que ne font pas ces chercheurs. Certaines recherches s'efforcent de dater précisément les restes diurnes et tentent de tirer des régularités et même des lois à propos du pic de souvenirs daté aux alentours de 7 jours avant le rêve notamment, alors même que tout est flou concernant la nature précise de ce que l'on est en train de mesurer et sur la manière dont on s'y prend pour le mesurer. Tout d'abord, le terme de reste ou de résidu a tendance à faire de ces éléments un matériau passif qui, détaché du cours de la vie éveillée, vient s'incorporer à la structure onirique. Or, ces éléments sont, dans l'ordre chronologique des expériences, des déclencheurs d'association, des stimuli qui activent la machine à analogie. Ils y jouent donc un rôle tout à fait actif. Ils ne deviennent matériaux passifs que si l'on oublie de penser les choses dans leur dynamique. C'est ce qui arrive lorsque l'on adopte le point de vue du lecteur savant, qui a le récit de rêve écrit devant les yeux et se demande quelle est l'origine des éléments qui composent le récit. Ensuite, on peut se demander par quels moyens les chercheurs recueillent ces éléments de la vie diurne, en comparant objectivement le journal de la vie éveillée tenu par le rêveur, mais avec quelles consignes concernant la tenue de ce journal ? Ou bien en demandant au rêveur de repérer ce qui, dans son rêve, lui rappelle des choses de la vie éveillée le jour précédent, ou encore en posant des questions au rêveur sur chaque élément du rêve pour savoir à quoi cela lui fait penser, en se rapprochant ainsi de la pratique de l'association libre préconisée par Freud. Demander au rêveur de tenir un journal sur les événements de leur vie éveillée pour pouvoir le comparer ensuite au récit de rêve n'est pas sans poser de redoutables problèmes que semblent ignorer nombre d'expérimentateurs savants. En effet, il existe potentiellement une infinité de faits, d'événements, d'objets, de personnes, de lieux, d'animaux, etc., vécus les jours précédant le rêve, et l'on imagine la complexité de la situation plus on remonte dans le temps. Et le rêveur est bien évidemment dans l'impossibilité de tout noter. Si on ne lui donne aucune consigne sur la nature de ce que l'on cherche, il choisira peut-être en fonction de ce qui lui semble important, ou en fonction du temps qu'il a passé à faire certaines choses. Et si on lui demande explicitement de noter les événements émotionnellement marquants, on sélectionne alors une partie infime des événements de la vie éveillée, et, sans le dire, on va clairement à l'encontre de l'hypothèse freudienne concernant le caractère parfois apparemment insignifiant ou banal du reste diurne. Sans l'assumer théoriquement, le chercheur considère souvent que seuls les éléments marquants, forts, émotionnellement chargés peuvent constituer les restes diurnes, alors que la mémoire de micro-événements de la veille peut être défaillante justement parce qu'ils sont trop petits ou mineurs pour être systématiquement mémorisés. Mais l'aveuglement est à son comble lorsque les chercheurs décident de demander à des personnes extérieures à la recherche, appelées de façon significative des juges, et qui n'ont aucun intérêt a priori à surestimer ou sous-estimer la présence de restes diurnes, de comparer les journaux de la vie éveillée et les carnets de rêve pour décider de ce qui est reste diurne ou non. L'objectivité faussement scientifique visée est censée être obtenue grâce à l'extériorité des juges sans interroger fondamentalement ni les matériaux qu'on leur demande de comparer, ni les opérations cognitives qu'ils vont mettre en œuvre pour cela. Comment de tels juges impartiaux
pourraient-ils voir les rapprochements entre des situations dont ils ne connaissent pas grand-chose. Par exemple, si le rêveur rêve d'un chapeau et que l'une des choses marquantes qu'il a vécues dans les jours précédant le rêve impliquait une personne qui portait ce chapeau, personne d'autre que lui n'est en mesure de déceler ce rapport s'il n'a pas mentionné le chapeau dans son journal. Partir du rêve réalisé pour demander au rêveur ce qui, rétrospectivement, lui rappelle ce qu'il a vécu dans la vie éveillée est déjà beaucoup moins artificiel. En effet, le rêveur est le mieux placé pour dire ce qui, dans son rêve, fait écho à ses expériences diurnes. Mais la situation n'est toutefois pas sans difficulté, car demander à un rêveur de faire ce travail de rapprochement vie diurne-rêve tout seul, c'est présupposer sa capacité spontanée à se remémorer des scènes, des objets, des personnes, des lieux, etc., croisés les jours précédant le rêve. Or, rien n'est plus difficile. Et c'est pour cela que la pratique de l'association libre chez Freud, ou l'entretien sociologique sur le rêve, constitue la solution la plus pertinente, dans la mesure où elle apporte au rêveur un soutien dans sa quête un peu systématique des relations ou des correspondances. Sur ce point, Freud s'avère infiniment plus subtil et pertinent que ceux qui souvent lui reprochent de ne pas avoir mis en œuvre une démarche véritablement scientifique, sous-entendu, une démarche de type expérimental plutôt que clinique. On peut, de même, se demander ce qui détermine les chercheurs à considérer que deux éléments, l'un tiré de la vie éveillée, l'autre tiré du récit de rêve, se ressemblent suffisamment pour pouvoir décider si l'élément de la vie éveillée est un reste diurne ou non. Est-ce qu'une analogie plus ou moins vague de situation, voyager, aller quelque part avec inquiétude, traverser une rue, faire un achat, etc., peut suffire à qualifier l'élément de résidu diurne? Faut-il d'ailleurs saisir le reste diurne au niveau des éléments isolés? Rêver d'un chat, d'un couteau, d'un chapeau, d'une ville ou d'un bâtiment, d'une personne précise, ce qui peut conduire à douter qu'il s'agisse d'un reste diurne au sens de Freud. Si je rêve d'un chat, et pas d'un chat qui fait quelque chose de particulier dans une situation particulière, comment puis-je savoir s'il a à voir avec un chat croisé hier, ou avec un autre croisé il y a 15 jours, ou avec tous les chats que j'ai pu rencontrer au cours de mon existence? Ou au niveau des situations, exemple, un chat qui joue avec une balle, un chat qui griffe, etc. Et si seule la situation globale correspond, par exemple, aller quelque part avec la peur de rater quelque chose, mais qu'aucun élément précis ne correspond, aller dans un aéroport, mais dans un tout autre aéroport que l'aéroport de la veille, aller à la gare plutôt qu'à l'aéroport, aller à une banque avec la peur de la trouver fermée, etc. Peut-on considérer que cela est tout de même un reste diurne? Autant de questions que ne soulèvent jamais les obsessionnels de la mesure. Enfin, on peut se demander comment il est possible d'estimer le moment où le reste diurne est situé dans le temps. Quand les éléments sont ponctuels et uniques, par exemple, avoir vu une dame avec un chapeau très caractéristique la veille du rêve, avoir renversé une casserole de lait bouillant, etc. Ils sont facilement situables. Mais quand ceux-ci sont des éléments ordinaires et fréquents de la vie éveillée, cela n'a quasiment plus aucun sens de les situer précisément dans le temps. Par exemple, le rêveur a vu sa mère en rêve, mais il la voit tous les jours. La scène se passe dans sa cuisine, mais il y mange tous les jours, etc. Michel Jouvet souligne lui-même ce problème difficile de la datation exacte d'un événement lorsque le rêveur vit dans la même ambiance. Comment dater avec précision un événement banal s'il se produit de façon courante dans la même maison, le même lieu de travail, la même rue, la même ville, sinon le même pays? Plutôt que d'essayer par tous les moyens de collecter des données imprécises quant à leur statut et dont les conditions de recueil sont sujettes au doute, il serait bien plus urgent de se demander comment s'articulent dynamiquement les événements de la vie éveillée, des plus récents aux plus anciens, comment ils se conjuguent avec le passé incorporé des rêveurs pour engendrer, dans le cadre particulier qui est celui du sommeil, les rêves auxquels on a accès grâce aux récits qu'en font les rêveurs. Le résidu diurne
L'inertie de l'habitude. Différents travaux tendent à montrer qu'il existe une force d'inertie du passé dans les rêves. Le cas des rêveurs voyageurs prouve en effet que changer d'environnement ne conduit pas immédiatement à mettre en scène son nouvel environnement dans le rêve. Il faut que le cerveau ait commencé à prendre de nouvelles habitudes pour intégrer dans le rêve les éléments de la vie présente. Dans le cas de ma propre onirothèque, écrit Michel Jouvet, j'ai classé 306 souvenirs de rêves recueillis pendant 10 à 12 jours après 20 voyages à l'étranger, soit d'une durée de 5 jours, soit d'une durée de 10, 15 ou 20 jours. Les résultats démontrent que plus la durée du voyage augmente, plus le pourcentage de souvenirs de rêves en rapport avec le nouvel environnement augmente, de 7% la première semaine à 42% la troisième semaine. De même, le cas de Tama, Bassari du Sénégal, a été étudié de près par les ethnologues. Né en 1939 ou 1940, il vient en France à la demande d'anthropologues en 1964, pendant 148 jours, 221 rêves, et en 1967 pendant 134 jours, 278 rêves. Or, Tama n'a que 15% de résidus diurnes repérables dans ses rêves lorsqu'il vit en France, alors qu'il en a 85% lorsqu'il est chez lui, au Sénégal. Et la situation est la même quand il retourne au Sénégal. Michel Jouvet en conclut que son inconscient n'intègre pas la vie en France. Tama ne rêve que de son village natal, de ses amis et de son activité d'éleveur et d'agriculteur, alors qu'il arpente chaque jour les rues de Paris. Chaque nuit, son inconscient lui ouvre une valise dans laquelle il retrouve son père, sa mère, ses femmes et ses frères. Ces résultats sont cohérents avec ceux de chercheurs ayant travaillé sur les rêves de cosmonautes. Ils ont en effet recueilli de nombreux rêves de cosmonautes pendant leur mission dans l'espace, en apesanteur, et ont remarqué que ces cosmonautes rêvaient qu'ils étaient chez eux, dans leur famille ou dans un environnement terrien, alors qu'ils n'avaient que 3% de TROMTAG en rapport avec leurs conditions d'apesanteur. On pourrait trouver incompatibles les faits présentés par Michel Jouvet. Il faut rester longtemps dans un environnement avant qu'il commence manifestement à s'introduire dans les rêves, et ceux de Freud sur le résidu diurne, qui fait que des événements du jour précédant le rêve pénètrent dans le rêve. Mais il n'en est rien. Les éléments du présent immédiat, personne, lieu, objet, etc., entrent explicitement dans le rêve quand celui-ci a déjà une épaisseur historique pour le rêveur. Il n'est donc qu'un faux présent. Ce n'est pas seulement le présent immédiat qui entre dans son rêve, mais ce qui est habituel pour lui. Ce fait se révèle lorsque l'on change brutalement les circonstances de vie du rêveur, comme c'est le cas des voyageurs ou des migrants. Il faut attendre plusieurs semaines pour que de nouvelles habitudes se forment et que les nouvelles circonstances pénètrent dans le rêve. Toutefois, ce sont bien les événements, les interactions et les problèmes apparaissant dans ce nouveau contexte qui déclenchent des éléments du passé incorporés. Le présent déclenche toujours bien le passé, mais il entre explicitement, manifestement, dans la fabrication du rêve, seulement lorsqu'il en a une certaine épaisseur ou une certaine profondeur existentielle pour le rêveur. Les effets différés des événements déclencheurs. Une des particularités du rêve réside dans le fait que le contexte présent déclencheur, reste ou résidu diurne, n'est pas le contexte immédiat de production du rêve. Le cadre du sommeil offre un terrain de jeu où se déploie l'ensemble des associations provoquées et déclenchées par des événements plus ou moins marquants aux yeux du rêveur qui ont eu lieu le jour ou les jours précédant le rêve. Tout se passe comme si le cadre du sommeil laissait le champ libre à l'action de stimuli internes, mis en réserve et liés à des événements déclencheurs récents, donnant l'occasion au passé incorporé de s'exprimer à travers une série de connexions entre des situations analogues. À la différence des stimuli externes de la vie éveillée, les stimuli qui déclenchent les rêves sont engendrés de façon interne. Bien des exigences, tant formelles que morales, associées à la pensée éveillée sont absentes durant le sommeil
et les réactions aux stimuli internes ne peuvent être elles-mêmes que mentales plutôt que corporelles. Quand nous dormons, écrivent Catherine McDuffie et Georges Machour, nos zones sensorielles primaires sont désactivées. Donc, toutes les informations fournies au cerveau rêvant sont produites de manière endogène. Notre puissance motrice est également bloquée, et donc toutes les réponses sont tout aussi limitées à des réponses internes. La faible perception par le rêveur des stimuli sensoriels externes, combinée à la faible activation du cortex préfrontal, responsable de toutes les opérations réflexives de contrôle et de planification, facilite la formation de connexions entre des expériences passées et présentes plus ou moins éloignées dans le temps. En l'absence d'une stimulation externe et avec un cortex préfrontal hypoactif, le rêveur est à la fois hors ligne et hors temps. Plutôt que de réduire le cerveau au silence, l'inhibition de ces deux éléments de la conscience de veille peut libérer le cerveau pour l'hyperassociation. Comme dans le jeu enfantin ou la rêverie éveillée, l'absence de stimulation externe immédiate offre la possibilité au sujet de rejouer l'ouverture de tout un passé incorporé par un contexte récent, mais qui n'est pas présent au moment du rêve. Pour cette raison, on peut dire que le rêve est l'une des voies royales d'accès aux éléments de la problématique existentielle et au passé incorporé du sujet. Même si cette voie est rendue difficile d'accès du fait des propriétés propres aux images oniriques. Le rêve est donc l'expression différée d'une élaboration qui a commencé à germer à l'état de veille et qui a été stoppée, inhibée par les multiples sollicitations ordinaires de l'état de veille, l'ensemble des choses à faire ou à dire qui s'imposent à l'individu. C'est en cela que le rêve se révèle proche de la création artistique comme espace aménagé hors du flux des activités pratiques pour l'expression d'un certain nombre de problèmes travaillant le créateur. Même les individus les moins dotés culturellement et les plus happés par l'action sont, dans le temps du rêve, dans une forme d'expression créatrice hors de toute injonction pratique. Travaillent en eux, indépendamment de leur volonté, ce qui leur fait souci, ce qui les préoccupe, positivement comme négativement. Perception et sensation nocturne. Nous devons traiter d'un autre point touchant à la question des événements déclencheurs. Une partie de ceux qui se sont emparés du rêve dans une perspective résolument scientifique ont tenté de voir dans le langage onirique l'effet sur la pensée endormie des sensations corporelles internes. Maux divers notamment, douleurs d'estomac, crampes musculaires, fièvre, etc. Et des stimulations sensorielles, auditives, visuelles, olfactives et tactiles essentiellement, externes. Par exemple, l'abbé Jérôme Richard, 1766, était convaincu que les images du rêve sont liées à l'état des organes du rêveur. Et selon Moreau de la Sarthe, pour rêver de fenêtres ouvertes, il faut avoir froid dans son lit et transformer cette sensation en vision nocturne. Moreau relie ainsi le récit du rêve à la description des sensations corporelles nocturnes. De la même façon, Alfred Maury, 1861, rêve dans son enfance qu'il a la tête sur une enclume et qu'on le cogne avec un marteau, et que sa tête fond comme de la glace. Or, il se réveille la tête en sueur à cause de la chaleur et entend des coups de marteau. Il en conclut que les effets de la chaleur et le bruit des coups de marteau ont donné lieu aux images du rêve. Maury a même multiplié les expériences qui prouvent que les bruits, les odeurs, les contacts physiques, etc., perçus pendant le sommeil, sont intégrés dans les rêves. Pour lui, les sensations extérieures entrent pour une bonne part dans les rêves. Elles en sont souvent le point de départ. Mais tous les exemples qu'il donne montrent que ce sont des interprétations ou des transpositions de ces sensations qui entrent dans le rêve. L'idée de mettre les rêves en relation avec les éléments de la vie du rêveur, et, en l'occurrence, avec des événements intervenant durant le sommeil, suppose déjà d'avoir une conception matérialiste de l'homme, celle rendue possible par Descartes 2 siècles auparavant.
On pourrait dire de ce point de vue que Freud est aussi matérialiste que certains de ses prédécesseurs, mais d'un matérialisme qui n'est pas organiciste ou perceptionniste. Si les rêves ont bien à voir avec les expériences du rêveur, ce ne sont pas essentiellement les expériences sensorielles nocturnes, internes et externes, mais les expériences passées, depuis la petite enfance, comme présentes, le jour ou les heures ayant précédant le rêve, en tant qu'être social. Mais ce matérialisme-là, qu'on pourrait appeler socio-psychique, puisqu'il situe l'origine du rêve dans les rapports humains et n'a affaire qu'aux traces psychiques ou mentales que ces rapports ont laissées dans le corps socialisé du rêveur, et auquel on peut avoir partiellement accès seulement par les conversations avec le patient ou la cure analytique, suppose une démarche scientifique antipositiviste. Freud dit qu'il n'est pas étonné de constater qu'on a surestimé les stimuli qui ne sont pas psychiques, car ils sont les plus faciles à découvrir et à confirmer par expérimentation. Et la pensée psychiatrique de son temps est très marquée par cette conception somatique de la genèse du rêve. Pour faire avancer scientifiquement la question du rêve, Freud devait se tenir entre un matérialisme physiologique et un spiritualisme sans fondement. Freud ne nie pas que certaines perceptions ou sensations corporelles nocturnes puissent se trouver dans le rêve. Que des stimuli sensoriels mis en œuvre durant l'état de sommeil influencent le contenu des rêves, c'est là une chose bien connue, qu'on peut prouver expérimentalement et qui appartient au petit nombre des résultats certains, mais très surévalués, de la recherche médicale en matière de rêve. Mais lorsque c'est le cas, elles ne sont ni le cœur, ni le moteur du rêve, et n'apparaissent que sous une forme transposée dans le récit imagé qui déroule sa logique propre et intègre à l'occasion les éléments qui se présentent. Le rêve peut donc se servir des sensations corporelles du rêveur ou des événements extérieurs perçus par lui dans son sommeil pour poursuivre son récit, mais il ne reproduit pas l'excitation telle qu'elle. Il la transforme, la désigne par une allusion, la range sous une rubrique, la remplace par autre chose. Durant la nuit, il peut y avoir une forte lumière, un bruit de cloche ou de réveil, une odeur, une sensation de refroidissement, une piqûre d'insecte, etc. Mais ces sensations ou ces perceptions, quand elles ne sont pas tout simplement ignorées, ne forment pas le tout du rêve, et y sont transposées. Un coup de tonnerre peut être intégré comme un coup de feu. Le grincement d'une porte peut correspondre à l'irruption de voleurs. Les pieds sortis du lit font rêver d'un sol qui se dérobe, etc. La preuve que la logique du récit onirique est plus importante que les éléments intégrés en question, et que ceux-ci ne constituent pas des explications centrales de ce récit, réside dans le fait que les mêmes stimuli se traduisent très différemment selon les rêves. La sonnerie d'un réveil peut devenir son de cloche, grelot au cou d'animaux, bruit de bris de vaisselle, etc. Freud n'a pas été le premier à penser cela. Par exemple, Karl Albert Scherner, en 1861, évoquait le matériel du rêve qui a pour origine les stimuli somatiques organiques, mais précisait que ceux-ci ne fournissent à l'esprit que des éléments qu'il utilise selon les projets de son imagination. Léon d'Hervé de Saint-Denis formulait aussi des doutes en 1867 quant à l'importance des causes organiques. Pour moi, qui crois avoir puisé dans une longue observation des données plus exactes et surtout plus positives, je suis loin d'accorder aux causes organiques une aussi large influence sur l'origine et sur la marche de tous nos rêves. Par l'analyse que je donnerai de plusieurs rêves, j'essaierai de prouver que l'association des idées préside seule, en général, à la marche du rêve. Pour ces auteurs comme pour Freud, la logique du rêve est première. Les effets des stimuli internes comme externes sont secondaires et s'insèrent dans cette logique. Critique de la psychanalyse sur de nombreux aspects, les travaux des neurosciences et de la psychologie cognitive ne la démentent pas sur ce point.